qu'on donne plus de background sur ça. Bonjour. Ah, excusez-moi. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Salut, Pierre-François. Bonjour, Nicolas. Oui, salut, Pierre. Bonjour. Bonjour, M. Vincent. Salut, Vincent. Bonjour, Nicolas. Oui. Bonjour et bienvenue au Code de finance de marché. Préférez-vous les instructions en français? Do you prefer instruction in English? En français, s'il vous plaît. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'indiquerai un carton qui peut indiquer les 10, 5 et 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai indiqué à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre identité à risque d'être disqualifié. Aussi, j'aimerais demander au public d'éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite vous pourrez débuter votre présentation. Bonjour. Jean-François Girard, gestionnaire de portefeuille chez Valeurs Mobilière Desjardins. Principale responsabilité depuis 15 ans chez Desjardins, gestion de portefeuille, gestion de patrimoine. Pierre Lacroix, gestionnaire de portefeuille chez Valeurs Mobilière Desjardins. On gère des actifs, des obligations, des actions partout sur la planète. Une équipe de 12. On fait de la gestion pour des individus et des institutions. Nicolas Hervé Girard, je travaille chez Valeurs Mobilière Desjardins, au transactionnel puis à la gestion de portefeuille également. Bon coup. Est-ce que c'est une commande? Comme ça. Il n'y avait pas les photos? Parfait. C'est pas grave, c'est ça. Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Vincent Montou. Je représente la firme JB2 Consultants. Voici mes deux associés, Mme Joliane Dagneau et bien sûr M. Vincent Chabot. Donc, il y a 3 heures, il y a M. Lapoutre, qui est le PDG de Deluxe Metal, qui nous confie un contrat bien important, celui de bien sûr réorienter sa planification au niveau de sa politique d'investissement. Donc, c'est avec plaisir, bien sûr, qu'on a accepté ce contrat. Donc, je vous présente, bien sûr, le sommaire exécutif de notre présentation. Donc, tout d'abord, on va débuter avec une brève description de l'entreprise, mais aussi des besoins du client. Puis ensuite de ça, on va vraiment se lancer dans la description et la résolution des mandats qui nous ont été confiés par notre client. Alors, rapidement, donc, bien sûr, Deluxe Metal, DLM, au niveau de son ticker en bourse. Le cours de l'action en date d'hier était de 7 $. La capitalisation boursière, quand même intéressante, 280 millions pour la compagnie. Connaît une croissance depuis 10 ans, ralentissement de la croissance dernièrement, dû à certains facteurs au niveau du marché sur lesquels on va revenir. Et puis, bien sûr, au niveau des activités, ils sont dans la transformation de l'aluminium pour en faire des poutres pour diverses applications. Au niveau de l'entreprise, donc 50% des revenus proviennent des États-Unis, 15% proviennent du Canada et du Brésil, puis 20% qui proviennent directement des activités au Mexique. Au niveau de notre client, M. Lapoutre, qui est PDG, bien sûr, de Deluxe Metal, et il a 62 ans, il va prendre sa retraite d'ici 2 ans. Donc, bien sûr, il y a une relève qui est assurée, donc ça, c'est positif, évidemment. Son projet de retraite, numéro 1, c'est s'établir en Floride. Puis ses besoins, c'est bien sûr assurer sa prospérité financière, revoir sa politique d'investissement et aussi, on va proposer une évaluation de la compagnie et de son titre. Donc, plus précisément, au niveau des mandats, notre premier mandat était vraiment de revoir, de corriger, puis d'améliorer la politique d'investissement actuelle, et puis d'avarier aussi avec les besoins du client. On va voir plus tard qu'il y a certaines lacunes au niveau de quels sont les besoins du client versus quelle était sa politique actuelle. On va corriger le tir, et puis bien sûr, ensuite, on va proposer une gestion des risques et les enjeux liés vraiment à la compagnie. Puis, on va conclure avec une évaluation de la compagnie et de son titre en tant que tel. Alors, donc, notre premier mandat, c'est vraiment de revoir la politique d'investissement en entier. On propose un diagnostic de la situation actuelle pour commencer. Donc, on voit l'allocation qui nous a été remise également, donc l'allocation actuelle du portefeuille. Le premier constat, très important, une très, très grande exposition à DLM. On le sait, M. Lapoutre, c'est le PDG, il a énormément confiance à sa compagnie. Par contre, on considère avec son âge, avec le fait qu'il prend bientôt sa retraite, que c'est une trop grosse exposition. Donc, on va bien sûr revenir réduire le tout. Et aussi, au niveau de la diversification qui est très faible, voire peut-être même absente
Donc, 22 millions de sa fortune là, qui sont vraiment dans les actions de la compagnie pour laquelle il est le PDG actuellement. On a un 8 millions qui était en obligation gouvernementale et puis un revenu fixe au niveau des CELI, 52 000, presque négligeable. Un constat là, qui est positif, par contre, bien important de faire ressortir l'élément positif, une bonne utilisation des véhicules fiscaux. Donc ça, c'est intéressant, l'utilisation du CELI du REER. Donc, pour la politique d'investissement, tout d'abord, on base vraiment l'objectif de rendement, c'est la base. Donc, bonne nouvelle, en fait, avec la fortune qu'a accumulée M. Lapoutre au cours de sa carrière, on considère que le rendement qui est nécessaire, en fait, pour assurer là, ses besoins futurs au cours de sa retraite, sont assez modérés, sont même raisonnables. En fait, là, vu la fortune qui est là, des fois c'est un peu surprenant, certains clients veulent vivre au-dessus de leurs moyens, vraiment pas le cas avec M. Lapoutre. Donc, en fonction de ses besoins, on croit qu'un rendement annuel moyen au cours de sa retraite de 5 est vraiment suffisant pour assurer ses dépenses et aussi pour assurer une bonne succession intéressante à ses enfants ou ses héritiers. Donc, deuxième aspect, bien sûr, la tolérance au risque. Alors, on le sait, M. Lapoutre, c'est un entrepreneur, les entrepreneurs ont les reins solides, ils savent ce qu'ils font. Par contre, il n'y a pas de doute que son exposition au risque actuel est beaucoup trop importante. À l'aube de sa retraite, il faut bien sûr diminuer le risque. Il n'y aura plus de revenus d'emploi dans à peine 2 ans. Donc, les revenus de placement vont être fortement sollicités. Il faut absolument prendre ça en considération. Étant donné aussi que sa participation va baisser, on sait qu'il a beaucoup confiance à son entreprise. Par contre, étant donné que la participation va baisser, on parle d'une baisse du contrôle de son entreprise et aussi une augmentation du risque parce qu'il n'est plus en mesure de contrôler vraiment ce qui va arriver avec son entreprise. Au niveau de ses revenus à la retraite, ça va surtout être des revenus de placement tels que mentionné. Puis le risque, donc, au total, doit vraiment être modéré et diminuer. Donc, je sais qu'un des plus gros enjeux pour M. Lapoutre, c'était vraiment, en fait, de comprendre comment on allait faire pour diminuer l'allocation de sa fortune dans sa compagnie, tout en vraiment dénaturant pas la personne qu'il est. Donc, c'est pour ça qu'on propose la situation suivante. On va vraiment, en fait, diminuer l'allocation qui est portée pour sa compagnie de DLM pour 3 raisons. Donc, premièrement, la situation au niveau de la compétition dans le domaine qui est assez vive. Il faut vraiment gérer ce risque. Ralentissement de la croissance aussi, donc ralentissement éventuellement là, des revenus que l'entreprise va pouvoir lui apporter, et aussi le risque lié à la compagnie et au secteur. On va y revenir un petit peu plus tard, ma collègue va faire vraiment un coup sur ça. Donc, par contre, on tient à rassurer notre client, M. Lapoutre, il n'y aura jamais d'abandon à DLM, tant aussi longtemps que JV2 consultants. On est les consultants pour M. Lapoutre. Nous, on garantit qu'il va toujours pouvoir avoir une mainmise sur l'entreprise, en fait, qui l'a bâti et qui l'a amené à ce niveau. C'est très important. Au niveau de l'horizon de placement, donc l'horizon de placement, c'est sûr, c'est que la fortune va demeurer placée jusqu'au décès, vivre des intérêts et aussi d'une partie du capital. La diminution à l'exposition du risque va vraiment être graduelle. On ne veut pas, bien sûr, mettre en péril la valeur de l'entreprise en vraiment laissant aller 10 des parts, des 10 des parts qui appartiennent au PDG d'un seul coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment y aller graduellement. Actuellement, 73 de la fortune de M. Lapoutre est placée dans le titre de DLM. On propose vraiment une correction immédiate pour descendre cette exposition-là à 50 étant donné que dans seulement 2 ans, il va prendre sa retraite, il faut vraiment assurer que la fortune n'est plus autant exposée qu'elle est en ce moment. Ensuite de ça, 2 ans après la retraite, 2 ans en fait à partir de maintenant, donc le moment de la retraite, on propose environ 30 de la fortune qui va être allouée à la compagnie. 25 après 4 ans, 20 et puis après 8 ans, stable avec 15 de la fortune qui va toujours pouvoir persister au niveau de la compagnie de luxe métal. Au niveau des besoins en liquidité, premièrement, les entrées de fonds, il reste seulement 2 ans d'entrée de fonds. Donc, 1 an, la première année, 450 000 en salaire et bonus. Même chose la deuxième année. Puis à partir de la retraite, ça va vraiment être les décaissements. Donc, les 3 premières années, on parle de 1 million par année. On veut faire l'acquisition justement d'une résidence en Floride, de s'établir là. Un petit peu plus élevé, un petit peu plus demandant à ce niveau-là. Pour les 10 prochaines années, 500 000 par an, c'est quand même très raisonnable vu l'importance de la fortune de monsieur. On parle peut-être de faire des projets, des voyages, ainsi de suite. Et puis par la suite, jusqu'à la fin de sa vie, on y estime ses besoins environ 250 000 par année. Donc, tout ça, notre analyse, c'est que vraiment les besoins en liquidité sont très raisonnables, voire même modestes vu la fortune et puis la situation actuelle de monsieur. Donc, on est absolument capable de composer avec ça, c'est pas très difficile. Au niveau des contraintes particulières, bien sûr, il y avait la possibilité de la retraite, les projets futurs de monsieur, donc l'établissement en Floride,
Aussi, l'importance de Luxe Metal pour son PDG actuel. On sait, valeur sentimentale pour un entrepreneur, c'est immense. Donc, c'est pour ça qu'on propose de ne pas effacer complètement sa participation dans l'entreprise. Les risques, on va y revenir, bien sûr, un petit peu plus tard. Voici donc notre nouvelle politique d'investissement. C'est celle qu'on propose. En fait, on pense que c'est vraiment la meilleure, là, vu la situation de monsieur. Donc, tout d'abord, on propose une allocation de 65 de sa fortune dans les revenus fixes. On estime environ le rendement espéré là, tout au long de sa retraite à 3,5 par année. Au niveau des actions diversifiées, on parle vraiment d'un fonds négocié en bourse, d'un ETF, si vous préférez. Donc, beaucoup moins d'exposition au risque que si on met toute la fortune de monsieur, comme c'est le cas actuel, dans la compagnie. Ensuite de ça, ce qu'on propose après 8 ans, donc comme je l'ai mentionné, 15 de sa fortune qui va toujours être dans le même type de Luxe Metal. Au total, donc on parle d'un rendement espéré de 5,16 %. C'est un petit peu supérieur aux 5 % qu'on vise selon les besoins de monsieur. Et puis note, là, bien sûr, la fortune est répartie selon les véhicules fiscaux là, qui sont actuellement utilisés par monsieur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, je laisse maintenant ma collègue Juliane vous discuter au niveau là, des risques de l'industrie. Merci, M. Marcoux. Donc, en tant que stratège en gestion de risque pour la firme de consultants, je vais aborder justement les risques. Là. On parle des enjeux globaux, donc un risque qui est vraiment macroéconomique. Je vais aborder aussi les risques reliés vraiment à la compagnie, donc microéconomique, ainsi que les risques reliés aux compétiteurs, parce qu'on sait que l'industrie de l'aluminium, il y a beaucoup de compétiteurs, donc c'est important de regarder ça. Et finalement, je vais terminer dans le fond avec des solutions qu'on peut apporter reliées à ces risques-là. Je parle de risque. Personnellement, j'adore le risque. Je pense que n'importe quel entrepreneur aussi comprendrait le risque, c'est très important. Il faut le voir d'un côté positif. Oui, il y a du risque, mais quand il y a du risque, je pense qu'il y a un effet de levier pour aller chercher quelque chose de positif quand on est capable de saisir ces opportunités-là. Fait que mon rôle aujourd'hui, ça va être vraiment de regarder rapidement les risques, puis ensuite là, de voir qu'est-ce que de Luxe Metal peut entreprendre comme solution là, pour vraiment retirer du positif de ces enjeux-là. Donc, au niveau global, là, si on veut, ce qui se passe présentement, il y a beaucoup de polémiques là, concernant tous les enjeux environnementaux pour ce qui est de l'empreinte carbone, tout ce qui est relié à ça. Donc ça, c'est une partie vraiment importante à regarder. Présentement, le Canada est le producteur d'aluminium qui a la plus faible empreinte carbone, ce qui est la partie positive aussi. Il faut continuer là-dedans. C'est quelque chose qui est en constante évolution. Il faut continuer là-dedans. Il y a aussi les innovations technologiques. Il y a beaucoup, c'est mondial. Je vais juste penser à la Chine qui a la plus grosse part de marché. C'est des grosses entreprises, des grosses usines. C'est très moderne. C'est en constante évolution, soit pour la production, soit les procédés, si on veut, les nouveaux alliages, tout ce qui a rapport à ça. Ça reste un enjeu. Il faut rester à jour. C'est important, même si l'entreprise est à maturité. C'est quelque chose qu'il faut garder aussi. Ensuite, le volume de production qui est directement relié à l'industrie de la construction, les infrastructures. Donc, ça aussi, c'est un enjeu important. S'il y a moins d'infrastructures, si le gouvernement met moins d'argent dans l'infrastructure, si les besoins en construction diminuent, évidemment, le volume de production d'entreprise va baisser également. C'est quelque chose qu'il faut regarder. Ensuite, plus précisément pour la compagnie comme telle, Vincent l'a mentionné, 50% des revenus proviennent des États-Unis. Ce qui est excellent, c'est bien, c'est très diversifié parce qu'il y a aussi une production au Brésil, au Canada. Mais 50%, ça peut devenir un risque si on le regarde. S'il y a quoi que ce soit qui se passe aux États-Unis, c'est quand même 50% des revenus. Donc ça reste à regarder aussi. Là. Ensuite de tout ça, évidemment, comme n'importe quelle entreprise, on parle des coûts de production qui peuvent augmenter, ainsi que le prix du pétrole aussi, là, qui est très volatile, qui peut devenir un risque. Et comme je le mentionnais aussi, là, ne pas se tenir à jour pour les nouvelles technologies, innovations, ça peut devenir un risque aussi si on n'est pas, si on ne se tient pas à jour concernant ces enjeux-là. Pour ce qui est des compétiteurs, donc permettez-moi premièrement de vous expliquer le petit graphique que j'ai, là, qui est comme une carte, si on veut, là, de positionnement. Dans le bas à gauche, qu'est-ce qu'on a? C'est quand même très général, là, mais qu'est-ce qu'on aurait? C'est plus les compétiteurs, donc Mexique, la Chine, qui offrent des produits beaucoup moins chers. Tandis que nous autres, de Luxe Metal, qui est vraiment, comme producteur, là, une gamme qui est, si on veut, un segment qui est du haut de gamme, c'est de la qualité. Oui, le produit est un peu plus cher, mais c'est un produit qui est de haute qualité, ce qui est un avantage. Sauf que, par exemple, ce qui se passe, si on veut le relier aux compétiteurs, c'est qu'il y a des produits beaucoup moins chers. La qualité est moins là, mais les produits sont beaucoup moins chers. Ce qui
fait en sorte que c'est une part de marché énorme qu'on peut perdre en fonction de ça, parce qu'en général, les gens considèrent beaucoup le prix dans les soumissions. Donc, pour les compétiteurs, c'est quelque chose qui est un peu plus problématique, si on veut, là, parce que c'est ça. Présentement, ce qu'on a, on a un produit, donc des poutres de métal, puis un segment de marché, si on veut, qui est du haut de gamme. Donc, la partie intéressante, évidemment, c'est les solutions, c'est comment prendre tout ça, tous ces risques, pour arriver à quelque chose de positif. Ce qu'on propose, les meilleures solutions, c'est de l'investissement en recherche et développement. L'entreprise, présentement, est à maturité. L'entreprise est rentable. Je pense que l'entreprise peut vraiment se permettre d'investir en recherche et développement. Premièrement, créer une nouvelle gamme. Une gamme qui est plus abordable, qui est moins chère, pour aller vraiment chercher les parts de marché qu'on n'a pas, que l'entreprise n'a pas, pour faire compétition, dans le fond, aux concurrents qui ont des produits beaucoup moins chers, de moins de qualité. Donc, on ne parle pas d'éliminer la gamme qu'il y a présentement, parce que je pense que l'image de la compagnie est beaucoup là-dessus. C'est un produit qui est de qualité. C'est très, très, très important. L'image aussi, c'est aussi une entreprise qui est très verte au environnement aussi. Fait que ça, c'est important de garder ça. On a 5% des parts du marché mondial, c'est important. Mais il y a vraiment une grosse partie qu'on peut aller chercher avec des nouveaux produits qui vont être beaucoup, beaucoup moins chers. Donc, on peut aller chercher, baisser la qualité, l'expliquer, parce que dans le fond, ce qu'on a, c'est qu'on a un marché cible avec une clientèle cible. Ce qu'on veut, c'est élargir ça, aller chercher beaucoup plus de parts de marché. Donc, profiter de la situation présente, de la maturité de l'entreprise pour vraiment aller investir c'est ça, si on veut aller chercher des nouvelles parts de marché. Ce qui aussi, c'est que l'entreprise fait seulement des poutres de métal. Ce qui serait bien, c'est que l'aluminium aussi est très utilisé dans le transport. Donc, ça serait vraiment un deuxième élément aussi à aller chercher là, pour diversifier les produits encore plus. Donc, si la construction va moins bien, mais dans ce cas-là, l'entreprise va pouvoir se protéger en allant chercher des nouveaux produits, si on veut, pour le transport. Donc, en gros, ça ressemble à ça. C'est vraiment aller chercher l'effet de levier, recherche et développement pour vraiment aller chercher plus de parts de marché. Merci Joliane. Moi, je vais faire avec vous un petit tour, une mise à jour pour commencer des états financiers qu'on avait reçus, en fait, duquel il fallait procéder à plusieurs ratios. Pour commencer, on avait l'encaisse, pardon, tous les chiffres en rouge, en fait, c'était les chiffres manquants. Donc, l'encaisse qui connaît une croissance pour les 2 prochaines années, pardon. Je peux sûrement revenir, oui, comme ça. Et on le voit pour 2018 et 2019, on connaît une croissance, puis ça, c'est dû justement à la conjoncture, les ventes prévues qui vont être à la hausse. On voit un peu plus bas, les immobilisations nettes suivent un cours assez normal de croissance pour une entreprise de cette taille-là. On voyait qu'il y avait de l'investissement, on va le voir un peu plus bas là, dans l'état des flux de trésorerie. Il y a de l'investissement pour les immobilisations, ça monte un peu, les amortissements. Donc c'est de quoi qui est assez stable là, à travers le temps. Ensuite de ça, on parlait d'état de flux de trésorerie. On nous demandait de calculer des chiffres qu'on ne voit pas, qui arrivent à un solde de 0, tout à fait. Fait que les variations des éléments hors caisse et du fonds de roulement, donc qui pour les 2 prochaines années sont budgétés à 0. Puis, pour l'analyse, justement, on demandait quelques ratios. On commence par tout ce qui est croissance. Donc, on s'est basé vraiment sur le chiffre d'affaires. Comme on voyait le 2016 normal, qu'on est à 0. 2017 qui était une année plus difficile, on a connu premièrement la compétition du Sud, puis la conjoncture économique qui pouvait peut-être ralentir un peu la croissance. Pour les 2 prochaines années, on retrouve nos crédits au sud de la frontière pour être plus compétitif. On va avoir une augmentation là, du chiffre d'affaires prévu à 10 et 12 %. De quoi d'aussi stable aussi. Profitabilité, ROE. Chiffre très important pour suivre là, justement l'espèce de vague de diminution qu'on avait dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. On connaît une hausse là, par la suite. Puis ensuite de ça, on a évalué là, quelques autres ratios. C'est sûr que quand on regarde au niveau des marges brutes, on va vraiment aller chercher les marges brutes qui suivent la tendance actuelle du marché. Par contre, c'est bon de savoir qu'on va rechercher le neuf qu'on avait présentement. Pour rester compétitif, rester rentable, surtout, il ne faut pas trop faire descendre ça. Il va falloir contrôler ces ratios-là de près. Les marges nettes qui, par la suite, là, aussi là, suivent le même type d'écart. Liquidité, on a des très bonnes liquidités, comme Joliane proposait, d'investir en R&D, en développement des infrastructures pour aller chercher un edge sur nos compétiteurs. Bien, on a de quoi s'endetter en masse. On peut financer ces R&D-là, tous ces développements-ci. On le voit que l'endettement est super bas. On a une couverture des intérêts qui est assez forte aussi. Donc, ça va bien là, pour l'entreprise, est à maturité, est solide financièrement aussi.
Productivité, même chose. Bon, ce qu'on voyait qui était peut-être une petite lacune, là. Perception des comptes clients versus là, le paiement des fournisseurs. Il n'y a pas un ordre qui est logique. On paye plus vite qu'on reçoit, fait qu'il y a peut-être un travail qu'on peut faire sur ça. Ensuite de ça, on nous demandait de voir là, c'est quoi qu'on prévoyait pour monsieur. Bon, il veut sortir ses capitales de l'entreprise. Vers où le prix va aller? Vincent proposait de vendre tranquillement les actions de monsieur Lapoutre. On a estimé que le prix en fin d'année serait de 11,83. On a pris un modèle simple d'approche, qu'on avait toutes les informations pour pouvoir le calculer, qui est le modèle là, juste à droite, l'actualisation des dividendes. En gros, l'entreprise est de maturité, le marché est croissant. Le dividende aussi, le taux de dividende, on l'a calculé, il est super croissant à travers les années. On nous demandait à partir de là, bon, comment on pourrait se couvrir avec des produits dérivés de style option d'achat. Fait que nous, on ne voyait pas ça comme un levier, mais plutôt comme une gestion de risque. On n'allait pas servir d'une option d'achat, par exemple, pour capitaliser encore plus la fortune de monsieur. On va en gestion de risque, plus genre protective put. Donc, si l'action va baisser d'ici la fin de l'année, si on se place au 1er de janvier 2019, qu'on estime que l'action est à 11,83, c'est un prix qui est exact, qu'on a calculé. À partir de là, si on se dit qu'on veut se couvrir à 7 $, on a calculé que pour se couvrir, ça va coûter 50 000 $, juste de capitaux. Puis on ne lèvera pas l'option, parce que l'action va être rendue plus haute en prix. Pourquoi est-ce qu'on se couvrait? Je pense que M. Lapoutre s'est engagé en fait en affaires pour être rentable, faire du profit, du bénéfice. Fait qu'on ne va pas dilapider nos capitales dans de la couverture d'options, on ne va pas se couvrir, puis on va vraiment profiter du marché pour vendre tranquillement comme Vincent l'a dit. Je vais laisser justement conclure la présentation. Oui, merci à vous deux. Donc, on vous propose un petit plan d'action. Je vous laisserai le loisir de le consulter. Donc, sur les prochaines années, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, M. Lapoutre nous proposait là, un contrat bien intéressant, donc de réévaluer sa politique d'investissement, de bien sûr d'avoir une meilleure idée de sa gestion des risques, ce que Juliane nous a présenté, puis finalement, Vincent nous a présenté vraiment une analyse de la rentabilité, de la profitabilité de l'entreprise. Donc, en fait, je crois que monsieur est en bonne position. Merci. Merci. Une question. Toute la stratégie de hedge tourne autour du fait que vous évaluez que l'entreprise vaut 11,83 par action. J'aimerais ça connaître vos hypothèses sur le K et sur le G. Oui, c'est mon calcul en fait. Fait qu'on a évalué un K qui était à 9,20 %, puis le G, lui, qui tournait autour de 4 %. Fait que ça, c'est vraiment le taux de rétention des dividendes versus les IPS de chaque année. Le cas, tant qu'à lui, c'est vraiment pour l'entreprise dans son secteur. Fait les actionnaires, entre guillemets, qui attendent un rendement sur leur équité là, entre 8 et 10 % environ. C'est pour ça qu'on a été se placer en planté. Les données qui sont exactes. Parfait. Au début de la présentation, vous avez parlé beaucoup du contrôle, l'aspect contrôle, l'abandon du contrôle. J'aimerais ça vous entendre sur en quoi là-dedans cet individu-là a le contrôle de l'entreprise. En ce moment, il a le contrôle en tant que PDG. Étant donné qu'il va prendre sa retraite, laisse à sa succession, lui, en fait, ce qu'on a compris, c'est que vraiment, monsieur a une bonne confiance en le titre de sa compagnie. Il dit lui-même que c'est la meilleure compagnie, qu'il a les meilleurs rendements, et ainsi de suite. Par contre, c'est parce qu'il a la main mise sur toute l'entreprise. Une fois qu'il prend sa retraite, qu'il laisse à la succession, il n'y a plus autant de contrôle sur les revenus de l'entreprise, sur les stratégies que l'entreprise va prendre. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait dire, c'est de dire qu'avec sa retraite, étant donné qu'il n'est plus à la barre de la compagnie, a moins de contrôle, a moins aussi son mot à dire, mais bien sûr, il laisse à sa succession. Donc, il ne sera pas en mesure de contrôler autant les revenus qu'il peut générer l'entreprise, donc un risque supplémentaire. Dans le cas où le prix de l'action chuterait, est-ce que ce serait mieux pour M. Lapoutre d'accélérer le processus de vente de ses actions? Il y a possibilité de le faire, effectivement. Par contre, ce qu'on voyait, étant donné que la récupération du crédit au niveau des États-Unis, on pense que l'entreprise a encore une bonne perspective. On sait que la croissance est toujours là. Elle a ralenti, c'est sûr. Par contre, la croissance est toujours là. Nous, de notre côté, on n'a pas vu d'éléments qui nous laissaient croire que le prix de l'action allait chuter dans les prochaines années, étant donné surtout que sur 8 ans, dans 8 ans en fait, de son exposition, c'est seulement 15 % de sa fortune qui va être placée dans la compagnie en question. Donc, étant donné ces faits-là, oui, il y aurait possibilité de l'accélérer. Par contre, on ne pense vraiment pas que c'est ce que monsieur nous demandait. Au contraire, lui aurait aimé laisser probablement toute sa fortune dans l'entreprise. Étant donné ces facteurs-là, on doit vraiment modérer entre les deux. Selon nous, bien sûr, il faudrait réduire l'exposition le plus rapidement possible.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, on doit y aller avec les exigences du client. On pense que le modèle qu'on a proposé est vraiment un beau mi-chemin, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment bien gérer le risque, mais aussi respecter les exigences du client qui veut voir sa participation dans la compagnie, qui a travaillé toute sa vie, il veut pas pour cette compagnie. Là, il en est le PDG. Lui, il veut voir les lauriers, il aime son entreprise, c'est normal. Donc, c'est pour ça qu'on propose une diminution sur ce nombre d'années-là. Mais dès aujourd'hui, on propose quand même de diminuer seulement la moitié de sa fortune qui devrait être placée dans l'entreprise, pour qu'avec les revenus fixes, étant donné qu'il est à l'aube de la retraite, on vise vraiment plus les revenus fixes. De toute façon, avec la fortune que monsieur a, on n'y a pas besoin d'aller chercher énormément de risques. Ce qu'il fait avec l'entreprise, c'est pour son plaisir à lui, c'est son utilité personnelle. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.